Bonjour et bienvenue sur la chaîne Contes du Sommeil. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les méandres sombres de l'esprit d'un homme dont la vie, marquée par la misère et l'humiliation, l'a transformé en un monstre impitoyable. C'est une histoire qui explore comment la frustration et la haine de classe peuvent engendrer une violence inouïe. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les rebondissements de cette affaire sont aussi glaçants qu'inattendus. Dong-chun est né le 18 avril 1970 à Goyang, en Corée du Sud. Ses parents étaient de simples ouvriers et sa famille a toujours vécu dans une pauvreté extrême, luttant pour joindre les deux bouts. Son père, un ancien combattant, était un homme brisé par la vie, sombrant dans l'alcoolisme et le jeu. Bien qu'il ait reçu une importante indemnité de guerre, il a entièrement dilapidé cette somme dans des parties de cartes sans fin. Sa frustration et son addiction le rendaient violent et il levait régulièrement la main sur sa femme et ses enfants. À l'âge de 8 ans, le monde de Dong-chun s'effondre. Ses parents se séparent et sa mère, ne pouvant plus supporter cette vie, finit par partir en refaire la sienne, laissant Dong-chun et ses 2 jeunes frères et sœurs aux soins de leur grand-mère. Quelque temps plus tard, leur père les reprit pour les faire vivre avec sa nouvelle famille. Malheureusement, leur belle-mère ne leur montra aucune affection. Au contraire, elle les insultait et les maltraitait constamment. Cette nouvelle vie ne fut qu'une répétition de l'ancienne. La pauvreté, les dettes et la misère étaient leur quotidien, dans un bidonville sordide du quartier de Mapo, à Séoul. En raison de sa situation familiale précaire et de sa nature solitaire et introvertie, Dong-chun était constamment la cible de harcèlement durant toute sa scolarité. Dans ces moments de désespoir et de tension, il trouvait un rare refuge dans la peinture. Il avait un talent artistique certain et nourrissait le rêve de devenir un jour un peintre professionnel. Il souhaitait intégrer la prestigieuse école secondaire des arts d'Anyang, mais les frais de scolarité étaient bien au-delà des moyens de sa famille. Il fut donc contraint d'abandonner son unique rêve. En 1985, un nouveau coup du sort frappa la famille lorsque son père décéda subitement dans un accident de la route, les plongeant encore plus profondément dans les difficultés financières. Ayant grandi dans la misère, constamment rabaissé et incapable de poursuivre ses aspirations, Dong-chun prit conscience d'une dure réalité. Dans cette société, l'argent est roi. Sa tristesse et sa souffrance accumulées se murent peu à peu en une colère sourde, une haine viscérale envers les riches. À ses yeux, ils étaient la cause de toutes les injustices sociales et les uniques responsables de sa propre vie misérable. Contraint d'abandonner ses ambitions artistiques, Dong-chun s'inscrivit dans une école professionnelle. C'est là que sa descente aux enfers criminels commença. En 1988, à l'âge de 18 ans, il vola une guitare et un magnétophone Sony chez un voisin aisé. Il fut arrêté et envoyé dans un centre de détention pour mineurs, ce qui lui valut d'être renvoyé de son école. Après cette première arrestation pour un vol mineur en 1988, la spirale criminelle de Dong-chun s'accéléra rapidement. Il se mit à voler des objets de plus en plus importants et coûteux, de l'argent liquide, des appareils photos et même des voitures. En 1991, une lueur d'espoir sembla poindre lorsqu'il rencontra une masseuse nommée Wang Mo. Ils tombèrent amoureux, se marièrent et eurent un fils. Mais ces vieux démons ne tardèrent pas à le rattraper. Le 23 juin 1994, il vola un appareil photo et $500 à son propre propriétaire. Il fut de nouveau arrêté et cette fois condamné à 10 mois de prison ferme. Après sa libération, entre 1995 et 2000, les allers-retours en prison devinrent une habitude pour Dong-chun, condamné à plusieurs reprises pour vol de voiture, distribution de contenu illicite et même usurpation d'identité de policier. Durant toutes ces années, sa femme, incroyablement, restait à ses côtés, supportant tout. Cependant, en 2000, la limite fut atteinte. Dong-chun fut arrêté pour l'agression d'une jeune fille de 15 ans et condamné à 3 ans de prison. Pour sa femme, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle demanda le divorce. Ces années derrière les barreaux ne firent qu'attiser sa haine envers les riches, qu'il tenait pour responsables de toutes les souffrances des pauvres comme lui. Il lut un article sur un tueur en série, Jeong Do-young, qui avait assassiné 9 personnes fortunées à Gangnam entre 1999 et 2000.
Cet article aurait été pour lui une source d'inspiration macabre pour les crimes qu'il commettrait plus tard. En prison, sa haine s'étendit aussi aux femmes. Il considérait son ex-femme comme une traîtresse qu'il avait abandonnée dans les moments difficiles. Une seule idée germa dans son esprit, se venger d'elle et la tuer dès sa sortie. En septembre 2003, Dong-chun fut libéré et s'installa dans un petit appartement à Séoul. Son ex-femme accepta qu'il voie leur fils, ignorant le plan funeste qu'il avait conçu. Il assassine son ex-femme ainsi que sa belle-mère. Lorsque le nouveau mari de son ex-femme rentra chez lui, il découvrit une scène d'horreur absolue, un spectacle qui le hanterait à jamais, le laissant rongé par le remords de ne pas avoir pu protéger sa famille. Moins d'une semaine plus tard, le 16 octobre 2003, Yoo Jun-hee, l'épouse d'un millionnaire vivant dans le quartier huppé de Samsung, fut assassinée chez elle lors d'une attaque au mode opératoire sinistrement similaire. Pour ces 3 meurtres, la police était dans une impasse. L'arme du crime restait introuvable, il n'y avait aucun mobile apparent et les victimes avaient toutes été tuées par un objet lourd et contondant. Cependant, un indice crucial reliait les scènes de crime. Les empreintes de chaussures relevées sur les 3 lieux correspondaient parfaitement. La police commença à soupçonner qu'un seul et même tueur en série était à l'origine de ces atrocités, mais décida de ne pas ébruiter l'affaire pour éviter une panique générale. 1 mois plus tard, le 18 novembre, la gouvernante Ba Rae-yeon ouvrit la porte à un inconnu. Dong-chun surgit aussitôt, la menaça avec une arme et l'obligea à le conduire jusqu'à la chambre principale. Là, il trouva le maître de maison, Monsieur Kim Jong-suk, profondément endormi. Sans hésiter, il le frappa à mort avec un marteau. Paniquée, la gouvernante posa précipitamment le nourrisson sur le canapé, le couvrit d'une couverture avant d'être elle aussi tuée. Dong-chun tenta d'ouvrir le coffre-fort, mais n'y parvint pas. Il se blessa à la main et, craignant de laisser des traces, il mit le feu à la maison avant de s'enfuir. Par chance, les pompiers arrivèrent à temps. Le bébé fut sauvé et conduit à l'hôpital. Mais cette fois, une caméra de surveillance capta l'image de l'homme quittant les lieux. Les proches des victimes reconnurent le manteau qu'il portait, celui de la famille. Malheureusement, la vidéo ne montrait que son dos et la police ne put identifier son visage. Les enquêteurs diffusèrent les images dans l'espoir d'obtenir des témoignages, mais sans succès. L'affaire rendit Dong-chun plus prudent. Il comprit que les crimes commis dans les beaux quartiers attiraient trop l'attention. Il cessa d'y sévir. Pourtant, son besoin de tuer ne s'éteignit pas. Il changea simplement de cible. Il s'attaqua désormais aux oubliés de la société. Des femmes dont la disparition passait souvent inaperçue, les prostituées. Pour approcher ses victimes, Dong-chun fabriqua une fausse carte de police. Se faisant passer pour un enquêteur, il arpentait les quartiers rouges, rackettant prostituées et proxénètes. Peu à peu, il devint aussi un client régulier. Contrairement aux autres hommes, il posait toujours les mêmes exigences. Des jeunes femmes, jolies, aux cheveux longs, petites et menues. Personne ne se doutait du véritable but derrière ces demandes. Le 16 mars 2004, il contacta un service d'escorte et demanda à rencontrer une jeune femme dans un centre commercial. Il l'amena ensuite chez lui. Après l'avoir mise en confiance, il l'entraîna dans la salle de bain, ferma la porte et l'acheva d'un coup de marteau. Comme il vivait au 3e étage, il ne pouvait pas transporter le corps facilement. Il découpa alors sa victime en plusieurs morceaux, les plaça dans des sacs poubelles noirs et y ajouta du chou fermenté pour masquer l'odeur, prétendant qu'il s'agissait simplement de restes alimentaires. Il enterra les sacs dans un bois isolé derrière le temple de Bangun. Pour repérer les endroits où il avait creusé, il utilisa des bouchons de bouteilles comme marqueurs, afin de ne pas exhumer par erreur un corps lorsqu'il reviendrait enterrer une autre victime. Début avril 2004, Dong-chun acheta un médicament dans une pharmacie de la galerie Baesang Plaza. Mais le pharmacien lui vendit un produit falsifié, ce qui le mit dans une rage folle. Le 13 avril, il retourna à la pharmacie, se présenta comme policier et accusa le pharmacien, M. John Suna, de vente illégale. Il exhiba sa fausse carte, mais le commerçant eut des doutes et insista pour se rendre au commissariat. Face à cet échec et craignant d'être démasqué, Dong-chun décida de le réduire au silence.
Il le menotta, le força à monter dans son propre camion, l'emmena sur un terrain vague, l'exécuta, puis incendia le véhicule. Pendant ce temps, ces attaques contre les prostituées se faisaient plus fréquentes. Ces femmes, souvent isolées, sans contact familial, disparaissaient sans que personne ne s'en émeuve. Les proxénètes eux-mêmes évitaient de prévenir la police, par peur de complications. Ce silence de la société entière transforma ces femmes en proie facile pour des prédateurs comme Dong-chun. En l'espace de seulement quelques mois, de mars à juillet 2004, il commit 18 meurtres, tous selon le même mode opératoire. Les proxénètes commencèrent à s'inquiéter, trop de jeunes femmes disparaissaient mystérieusement. Mais Dong-chun prenait soin de changer régulièrement de nom et de numéro lorsqu'il contactait les agences, rendant sa traque presque impossible. Le 15 juillet 2004, le destin allait basculer. Dong-chun a de nouveau contacté un service d'escorte pour solliciter leurs services. Cependant, cette fois-ci, le gérant a reconnu le numéro de téléphone. C'était celui d'une des jeunes femmes qui avait mystérieusement disparu. Suspectant que cet homme était lié à sa disparition, il a pris une décision courageuse. Il a appelé la police. Les enquêteurs lui ont demandé de coopérer et de mettre en place un piège en utilisant une autre escorte comme appât. La police a discrètement suivi la jeune femme jusqu'à un petit parc près d'une université. Mais quelques instants plus tard, elle est revenue, déçue, expliquant que le client l'avait refusée car il la trouvait trop grande. C'était une des signatures de Dong-chun. Il ne choisissait que des femmes de petite taille, plus faciles à maîtriser et à démembrer. Le proxénète a donc dû trouver une autre jeune femme pour satisfaire cette demande macabre. Les policiers, patients, ont attendu dans l'ombre. Finalement, Dong-chun est apparu. Ils se sont jetés sur lui, l'ont maîtrisé et lui ont passé les menottes. À ce moment précis, ils étaient loin de se douter qu'ils venaient d'arrêter le tueur en série que toute la ville recherchait. Pour eux, il n'était qu'un simple suspect dans une affaire de traite d'êtres humains, un homme qui enlevait des jeunes femmes. Et mené au poste pour interrogatoire, Dong-chun a laissé les policiers sans voix. Avec un calme déconcertant, il a avoué être l'auteur des 4 meurtres qui avaient terrorisé les quartiers riches. Pourtant, les enquêteurs restaient sceptiques, pensant qu'il s'agissait des délires d'un affabulateur. Dong-chun a alors demandé une simple feuille de papier A4. Sous les yeux des policiers, il a commencé une addition. Le résultat final était 26. Il a levé les yeux et a dit « C'est le nombre total de personnes que j'ai éliminées ». Puis, il a fait une demande étrange. Il voulait voir sa mère. La police a accepté. Quand sa mère est arrivée, Dong-chun lui a avoué avoir tué de très nombreuses personnes et que c'était la raison de son arrestation. En entendant ces mots, sa mère s'est évanouie, terrassée par le choc, et a dû être transportée d'urgence à l'hôpital. Plus tard, la police l'a emmenée dans le quartier de Gogidong, lui demandant de leur montrer la maison où l'un des crimes avait eu lieu. Mais à cet instant, Dong-chun semblait avoir changé d'avis. Il a délibérément conduit les policiers vers la mauvaise maison, leur donnant des détails erronés. Une fois de plus, les enquêteurs, trop pressés, ont conclu qu'il n'était pas le tueur, mais simplement un déséquilibré mental. Ils ont baissé leur garde. De retour au poste de police pour la suite de l'interrogatoire, Dong-chun a simulé une violente crise d'épilepsie, suppliant les policiers de lui enlever les menottes. Les inspecteurs, tombant dans le panneau, se sont exécutés et l'ont assis sur une chaise pour qu'il se repose. Et c'est là que l'impensable s'est produit. Pour une raison aussi absurde qu'inexplicable, tous les officiers ont quitté la pièce, laissant Dong-chun seul. Sans la moindre difficulté, il s'est glissé dehors et s'est échappé du poste de police de Séoul, transformant les forces de l'ordre en une véritable risée nationale. Dong-chun s'est précipité chez lui pour faire disparaître toutes les preuves de ses crimes. Pendant ce temps, la police de Séoul, réalisant son incroyable erreur, a déployé des patrouilles dans toute la ville pour le retrouver. Par chance, environ 12 heures plus tard, il a été de nouveau capturé alors qu'il traversait la rue dans un quartier chaud de la ville. Cette fois, Dong-chun a tout avoué, le meurtre de 26 personnes. Il a dessiné les plans des 4 maisons attaquées dans les quartiers riches, décrivant avec une précision glaçante l'emplacement de chaque meuble et donnant des détails sur les scènes de crime que seule la police connaissait.
Il a ensuite conduit les inspecteurs dans la forêt derrière le temple de Bongun, l'endroit où il avait enterré ses malheureuses victimes. Face au choc et à l'horreur de toutes les personnes présentes, la police a exhumé 18 corps de cette tombe improvisée. En déterrant les restes des jeunes femmes, les enquêteurs ont remarqué un détail macabre. Leurs longs cheveux étaient tous attachés avec des élastiques. Dong-chon a expliqué qu'après les avoir démembrés, il attachait leurs cheveux pour suspendre les parties du corps et les vider plus facilement de leur sang. Il a également déclaré avoir mangé le foie de 4 de ses victimes. Une rumeur, jamais confirmée, prétendait qu'il portait un imperméable jaune lors de ses crimes pour ne pas se tacher de sang. Dong-chon a également avoué le meurtre d'une femme à Imundong. Cependant, peu de temps après, il est revenu sur ses aveux, affirmant que la police de Séoul l'avait soudoyé pour qu'il s'accuse, en lui promettant de financer les études de son fils jusqu'à l'université. La police de Séoul a dû faire face à d'innombrables critiques de la part du public pour son manque de professionnalisme et sa négligence. Le comble de la tension a été atteint lorsque la mère d'une victime, folle de chagrin, s'est précipitée sur Dong-chon avec un parapluie pour tenter de faire tomber son chapeau, mais un policier l'a violemment repoussé au sol. Cet incident a été la goutte d'eau. Aucun membre de l'équipe d'enquête n'a reçu la moindre récompense, malgré la résolution de cette affaire majeure. Même après son arrestation, Dong-chon n'a jamais montré le moindre remords. Au contraire, il semblait fier et arrogant de ses crimes. Devant le tribunal, il a admis que le seul moment où il avait ressenti un frisson était lorsqu'il était en train de démembrer une victime dans sa salle de bain et que son fils l'avait appelé au téléphone. Interrogé par un journaliste sur ses crimes, Dong-chon a tenu des propos arrogants, délirants et méprisants envers les femmes, des paroles qui ont été diffusées à la télévision dans tout le pays. Le 13 décembre 2004, le verdict est tombé. Dong-chon a été reconnu coupable du meurtre de 26 personnes et condamné à la peine de mort. Il est actuellement incarcéré à la prison centrale de Séoul. Et c'est ainsi que se termine cette terrible affaire. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Contes du Sommeil et de partager la vidéo si vous l'avez trouvée instructive. Vos pensées sont précieuses, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire.